Le gouverneur d'Autre-Lieu vient d'avoir en présence de Guy et de Sylvain un instant d'émotion en évoquant le souvenir de son vieil aimé disparu, mais revêt le débarrant du pont-levis de la Dossière. Puis, se ressaisissant, le gouverneur s'approcha d'une console sur laquelle était posé un mortier de salon de 25 mm. Il tira sur une ficelle et une épouvantable détonation retentisse pendant qu'une âcre fumée se répandait par toute la pièce. Au bruit, la porte s'ouvrit et dans l'encadrement apparut un laquais en habit à la française, escarpin, bas blanc et perruque poudrée à frima, mais coiffé d'une casquette jockey. « Il est un peu dur d'oreille, crut bon expliquer Alexandre. Puis s'emparant d'un micro branché sur un porte-voix lui-même branché sur un amplificateur, « Melchisédek » hurla-t-il. « Où est madame ?»« Dans la buanderie, votre excellence, » répondit le laquais, une voix étrangement douce. Elle se lave les yeux avec une tringle. « Encore » s'emporta Alexandre. « J'ai eu pourtant formellement des fonds, il est incorrigible. » Il dit qu'elle descende immédiatement au salon avec mademoiselle. Melchisédek fit le salut olympique et sportivement sortira. Vous allez connaître ma femme Agrippine et ma fille Bethsabée. Ne vous étonnez pas, ma femme est charmante, c'est la meilleure créature du monde, mais quand on ne la connaît pas, elle peut paraître parfois un peu étrange. Il l'empêche seulement au demeurant d'être une épouse fidèle et dévouée, doublée d'une maîtresse de maison incomparable et d'une mère de famille irréprochable. La porte se rouvrit et Melchisédek annonça. Madame Alexandre Le Yan, née Agrippine Lachtrabuc et mademoiselle née à Montterme. Agrippine Le Yan, pour mémoire, est la fille du regretté savant orientaliste Alcibiade Mohamed Lachtrabuc, titulaire pendant plus de 30 ans de la chaire à saucisses de Rat Lokoum à l'université d'Autre-Lieu. Comme venait de l'annoncer son mari, elle était fort avenante et très aimable. De 20 ans plus jeune que le gouverneur, elle était encore plus que désirable, avec ses yeux au burn, ses cheveux coiffés à la Thérouane de Méricourt et sa taille demeurée svelte. Le gouverneur fit les présentations. Sourire, politesse, baisement, tout se déroula selon les rythmes mondains dans un climat d'exquise urbanité. « Comment trouvez-vous ces deux jeunes gens, ma chère Agrippine ?» dit le gouverneur. « Très spongieux, » répondit-elle. Le gouverneur commença doucement à rigoler devant l'air un peu surpris des deux amis. « Et voici ma fille, » reprit-il, « Bethsabée. Lui avons donné ce nom peu commun en souvenir de sa tante Augustine. »« C'est un joli prénom, » fit gracieusement Sylvain. « Et bourratif, » compléta Agrippine. Bethsabée Le Yan allait d'un bon pas sur ses 17 ans. Était fort jolie, et ses yeux en disaient long. « Voulez-vous voir mon derrière ?» proposa madame Le Yan. « Mon Dieu !» se récrièrent Guy et Sylvain. « Mais si, rien de tel pour créer l'atmosphère, » affirma-t-elle. Et joignant le geste à la parole, elle s'exécuta. « Ne trouvez-vous pas que ma fille me ressemble ?» demanda-t-elle. « Mon Dieu !» répondit Guy, cramoisi. « Faudrait voir mademoiselle Bethsabée de plus près pour pouvoir se faire une idée. Vous verrez ça plus tard, dit Alexandre d'un air entendu en se fondant la pipe de plus belle. Agrippine Le Yan reprit une position normale, il s'assit dans un fauteuil comme si de rien n'était. « Prendrez bien quelque chose, dit-elle aux deux amis, qui n'en croyaient pas leurs yeux. « Artémise » appela-t-elle. « Un marteau, du sable et des clous à crochet. »« Alors, jeunes gens, enchaîna-t-elle, comment trouvez-vous notre citerne ?» Guy et Sylvain balbutièrent de vagues onomatopées. Agrippine n'y attacha d'ailleurs aucune importance relative, occupée qu'elle était à rajouter sa jartelle avec une pelle à tarte. Guy s'approcha du gouverneur et se pencha vers lui. « Excusez-moi, Excellence, mais Sylvain et moi n'entendons qu'imparfaitement les propos que tient madame Le Yan. Qu'est-ce qu'il dit exactement ?»« On ne sait pas au juste, n'importe quoi. Quand je lui en fais la remarque, elle me répond « Non, c'est une certaine logique, n'importe quoi, c'est encore mieux que rien. » Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Quand elle ne trouve pas le mot juste, elle en dit un autre. Par exemple, elle dira en toute bonne foi irrigateur pour côtelettes de porc et balayette pour concert classique. Remarquez, elle pense le mot juste, mais elle dit autre chose. C'est nerveux peut-être, insinua timidement Guy. Non. Il faut vous dire que cet état, assez curieux, je l'avoue, a son origine dans un choc qu'elle a subi dans sa tendre enfance. Ah, fit Sylvain, elle est tombée sur la tête. Non pas. Choc psychique, durant la période anale. Imaginez-vous que sa mère, n'ayant pu la nourrir au sein, elle fut élevée à la mamelle électrique et brusquement sevrée au cours d'une coupure de courant. Ah, tout s'explique, s'écria Sylvain, et histoire de changer un peu le cours de la conversation. Et qu'allez-vous faire de votre charmante demoiselle ?
Sylvain Étiré demande à Madame Agrippine Leyan, femme du gouverneur général d'Autrelieu, ce qu'elle a l'intention de faire de sa fille Bethsabée. Bethsabée rougit délicieusement et baissa les yeux. « Mon Dieu, pour l'instant, elle est demi-pensionnaire à la pétasserie d'État, dit sa mère. Oui, elle veut faire carrière dans la vie galante, et je ne me reconnais pas le droit de contrarier sa vocation. C'est tout à votre honneur, dit Sylvain. Et alors, il y a une école une école où... Mais évidemment, une fille qui se destine à la galanterie ne doit-elle pas faire ses humanités au sens le plus large du mot, au même titre que d'autres qui se destinent au barreau ou à la médecine? Certes, appuya Guy. Et j'aime autant vous dire que ça ne plaisante pas, la pétasserie d'État. Les élèves sont tenus à une assiduité qui ne souffre pas de relâche, et la discipline y est appliquée avec discernement, certes, mais sans faiblesse. Il est vrai que la directrice de cet établissement modèle, Madame Gisèle de Baisemont, est une sous-maîtresse femme. Madame Gisèle de Baisemont, fit Sylvain en prenant fébrilement des notes. Oui, une femme extraordinaire, de très grand mérite et de haute conscience professionnelle. Vous la présenterez ce soir à la réception que Madame Leyan et moi organisons en votre honneur. Une soirée à notre honneur, s'écria Guimet, excellent, nous sommes confus, nous... Allons, mes enfants. Pas de fausse modestie. D'ailleurs, à Autrelieu, c'est traditionnel. Pour la moindre des choses, c'est la fête. Et l'avenue en notre bonne ville du dernier des Gougnafiers est prétexte des réjouissances sans fin. Alors, vous pensez quand vous êtes arrivés? Non, ne vous récriez pas, c'est tout naturel. Et synoptique, ajouta Agrippine. Ah, j'allais oublier, reprit le gouverneur, vous dînez avec nous. Si, d'ailleurs, ça ne sera pas long. Nous ne mangeons jamais le soir, mais nous respectons le symbole. Et maintenant, mes amis, on va vous conduire chez vous, car naturellement, vous habitez au palais pendant toute la durée de votre séjour. Vous allez faire un brin de toilette et vous préparer pour la soirée qui vous laissera, je l'espère, un impérissable souvenir. Melchisedec, vociféra-t-il dans le micro. Conduisez ces messieurs dans leurs appartements. Au revoir, mes amis. Et à tout à l'heure. Après le départ des deux journalistes, Alexandre Leyan sortira dans le petit salon de repos, attenant à son cabinet de travail. S'étendit sur un divan et ouvrit la télévision pour voir et écouter les dernières nouvelles. Le speaker de service commençait justement la lecture du communiqué de fin de journée. Allô, ici Télé Autrelieu. Veuillez écouter nos informations de la soirée. Rien de particulier à signaler sur l'ensemble du territoire, à part quelques perturbations atmosphériques. À Villeneuve-la-Vieille en particulier, où depuis 36 heures sévit un brouillard d'une exceptionnelle intensité. La ville est plongée dans une obscurité presque totale, rendant impossible toute circulation. Quelques incidents heureusement sans gravité, où, vers 1h30 du matin, les habitants du quartier Serin-Prurie ont été brusquement tirés de leur sommeil par un cri terrible qui semblait provenir de la rue de la Friture. Renseignement pris. C'était simplement qu'un homme égaré, trompé par la brume et qui, n'y voyant de ce fait strictement rien, s'était mouché avec le nez d'un autre en croyant que c'était le sien. D'autre part, un instant, fit le gouverneur. À vos ordres d'excellence, fit dans le cadre lumineux le speaker, en s'inclinant respectueusement, et suspendit l'émission. Epsilon, appela Alexandre. Epsilon est en quelque sorte l'homme à tout faire du gouverneur. « Vous m'avez appelé, Excellence, dit-il. »« Oui. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de perturbations atmosphériques? Ça se renouvelle un peu trop souvent depuis quelque temps. Mettez une note très énergique au directeur de l'Office national météorologique. Je veux que ça cesse. Dites-lui que si ça se reproduit, je sais virer avec la dernière rigueur. Compris? Oui, Excellence. Bien. Il fit un signe au speaker qui attendait toujours sur l'écran. « Allez, mon ami, vous pouvez continuer. » Le speaker s'inclina à nouveau et enchaîna. D'autre part, une tardive vague de froid intense est abattue depuis hier soir sur la région comprise entre les régions qui l'entourent. La petite ville de Cirrose du Foie souffre tout spécialement de cette température inclémente. Le foyer si vif que tout liquide, au contact de l'air glacé, se solidifie instantanément. Le chien du maire, qui, imprudemment, et sans réfléchir, avait levé la patte contre un mur, sera probablement obligé d'attendre le dégel pour pouvoir s'en aller. Pauvre bête, murmura Alexandre. Enfin, au mieux que ce soit elle que moi. D'autre part, au moment de la vallée de Surtrouille, que procès-verbal a été dressé par la maréchaussée à un nommé Josué Chaud de la Glotte, âgé de 79 ans, qui, s'étant présenté en compagnie de sa femme de 2 ans, sa cadette, au bureau de l'hôtel de la Betterave d'Or pour demander une chambre, a répondu au réceptionnaire qui lui demandait si c'était pour la nuit ou pour un moment. À notre âge, faut bien compter une huitaine de jours. Le brigadier Le Thorve, estimant ce propos attentatoire aux bonnes mœurs et préjudiciable à la moralité publique, a jugé opportun de verbaliser. « Allons, dit Alexandre. L'esprit de Caton n'est pas mort. » Le speaker rangea ses papiers. « Voilà, dit-il. C'est tout, fit Alexandre. Oui, Excellence. Mais si ça peut vous être agréable, je peux vous réciter la grève des forgerons du regretté François Copé. Merci, mon ami. Pas ce soir. Il faut que j'aille me préparer pour le gala. » Et il tourna le bouton. À suivre, impatiemment et nerveusement.
à suivre impatiemment. Son Excellence Alexandre Le Lion, après avoir écouté les dernières informations à la télé, va se préparer pour le gala qu'il donne en l'honneur des 2 envoyés spéciaux de mardi 8h, cependant que, guidés par Melchisédek, Guy et Sylvain gagnèrent les appartements mis à leur disposition par le gouverneur d'Autrelieu. Sur le seuil, ils s'arrêtèrent, le souffle coupé. Alexandre Le Lion ne s'était pas moqué d'eux, était tout bonnement princier. Il y avait 2 chambres ravissantes que, pour plus de commodité et d'intimité, on avait réunies en une seule. Un salon living room, une salle de bain, sans compter naturellement la penderie et les commodités. La salle de bain, elle seule, valait le déplacement. La baignoire était à 2 places, orientée dans le sens de la marche, avec un strapontin leur faisant face. L'installation comportait 8 robinets en ligne, répartis comme suit. Eau chaude, eau froide, eau tiède, eau bouillante, eau gazeuse, eau minérale, eau distillée, eau polluée. La douche était à double jet rotatif avec 2 raccords, un latéral et l'autre vertical. Les water étaient un véritable chef-d'œuvre de modernisme. Quand on tirait la chaîne, ça jouait l'ouverture des joyeuses commères de Windsor. Et quand on la lâchait, un extrait des Murmures de la forêt de Richard Wagner. Quant au bidet, conçu dans le même esprit, dès qu'on l'actionnait, a déclenché une boîte à musique qui faisait entendre leur frein de Parlez-moi d'amour. Mais la merveille des merveilles, c'était le salon living room. De proportions harmonieuses, il comportait 5 murs, dont 4 principaux visuels et un de secours. L'architecte qui l'avait conçu était parti de chez lui, d'une part, et de l'autre, du principe suivant. Étant donné qu'une voiture automobile est munie de 4 roues et d'une roue de secours, il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer ces dispositions au mur d'un living room. Le plafond, aux lignes nobles et pures, était décoré d'une niche à multicars, du mérite agricole et des palmes académiques. De splendides toiles étaient accrochées au mur du fond. L'une d'elles était intitulée Matin avril. C'était une peinture à l'huile et au vinaigre, et ça représentait au saut du lit un joyeux boulevardier qui élevait l'extrémité de sa chemise de nuit à la hauteur de son front en ayant l'air de dire « Je ne sais pas ce que j'ai dans l'œil ». 3 autres toiles sollicitaient encore le coup d'œil admiratif des amateurs. L'une représentait un magasinier félicité par son patron. La seconde, une grande machine historique, retraçait l'entrée des douaniers à Sarrebruck sous le règne de Louis XII. Et le 3e, enfin, était un magnifique groupe en bronze intitulé « La justice poursuivant le crime ». C'était une splendide allégorie, criante de vérité. On y voyait un agent cycliste, dont le vélo avait une roue voilée, qui poursuivait à pied un sinistre voyou, lequel venait dérober un gigot à l'ail à l'inventaire d'un boucher pilote breveté assermenté. Tel était l'intérieur somptueux réservé aux 2 reporters. Ils trouvèrent dans une penderie tout ce qu'il leur était nécessaire pour se changer. Après une rapide toilette, ils revêtirent chacun une tenue de soirée et attendirent qu'on vienne les chercher pour le gala du gouverneur. Leur gala, en quelque sorte, puisque c'était en leur honneur qu'il était donné. Ce fut, en vérité, une inoubliable soirée que celle donnée par son Excellence Alexandre Le Lion, gouverneur d'Autrelieu, en l'honneur de Sylvain Thiré et de Guy Lenneuf, envoyé extraordinaire de mardi 8h. Non seulement inoubliable, mais également mémorable. À 22h, le grand salon de réception, transformé pour leurs circonstances en salle de spectacle, offrait un coup d'œil positivement féerique. Plastron blanc, épaules nues, bijoux étincelants, uniforme chamarré formaient une symphonie du plus merveilleux effet. Et quand, précédés de 2 hallebardiers sédentaires, Guy et Sylvain firent leur apparition, ils furent salués par une indescriptible ovation, à laquelle ils répondirent en acclamant à leur tour la foule élégante qui les acclamait. Un murmure flatteur récompensa nos 2 amis de leur délicate attention. Alexandre Le Lion les fit asseoir auprès de lui, en les intercalant entre sa femme Agrippine et sa fille Bethsabée, les allirent aux places d'honneur. Les lumières s'éteignirent dans la salle. Les projecteurs convergèrent en direction de la scène. Les 3 coups furent frappés, le rideau se leva et le spectacle de gala commença. Tout d'abord, la Société des trompes de stage d'Autrelieu et la fanfare personnelle du gouverneur exécutèrent avec un inégalable brio l'ouverture du compte en banque de Laffitte et le 2e poème en laminoir de Poliet et Chausson et le scrutin de Liszt. Un chanteur fantaisiste succéda à ces flots d'harmonie. Il se fit par Médèse, son éditoire, en interprétant avec beaucoup de talent et de finesse Plancton et Valgarde,
Montre-moi ton réchaud, je te fais voir ma cuisine, et si je te foutais mon huile dans le feu, prendrais-tu mes coudes pour des mirabelles? Œuvre légère, certes, mais les noms des nuées d'humour et d'esprit prime sautier. Il fut remplacé par une chanteuse réaliste qui remporta elle aussi un très gros succès, en interprétant deux authentiques chefs-d'œuvre de la chanson populaire, soit dans l'ordre « Mon cœur est une lessiveuse »,« Moi j'aime le veau vinaigrette », le tout accompagné par un fameux quintet composé d'un piano diesel, d'un hélicon, d'un cor anglais, d'une clarinette à moustache et d'une timbale binalaise. À suivre, strictement et rigoureusement. Le brillant programme du spectacle de gala du gouverneur se déroule brillamment comme prévu. On vient de faire un très gros succès à une chanteuse réaliste de grand talent, poil aux ortolans. Puis vint un imitateur, mais pas un imitateur ordinaire, un imitateur de grande classe. C'était un bougre absolument sensationnel et unique en son genre, qui imitait de manière hallucinante les grands personnages de l'Antiquité. Il souleva positivement l'enthousiasme délirant du public d'élite qui composait l'assistance, en imitant tour à tour Homère, Socrate, Platon, Sénèque, Plutarque, Aristophane, Virgile, Cicéron, Horace, Erasme, Ovide, Lucrèce, etc., etc. Et, quand après d'innombrables rappels, il termina en imitant Démosthène, suçant des cailloux, la salle croula sous les applaudissements frénétiques. Il y eut alors une minute bien émouvante. L'imitateur, un nommé Absalon demi-fluide, après avoir salué une dernière fois, étendit la main pour réclamer de silence et s'exprima en ces termes. « Mesdames, messieurs, il serait mieux vous remercier de votre aimable accueil qu'en passant maintenant parmi vous pour faire une petite quête au bénéfice des familles des héros de l'Antiquité, dont certaines se trouvent alors présentes, en dépit de leur illustre ascendance, dans une situation plus que critique et digne de retenir l'attention des gens de bien. Est-il admissible, par exemple, et entre autres, qu'un arrière-petit-fils de Pline le Jeune, pour ne citer que ce cas, en soit réduit à vendre, sur les foires, des extraits des lettres anonymes adressées par Trajan à son lointain et glorieux parent? N'est-il pas révoltant de voir le dernier descendant d'Euripide errer par les rues avec une chlamyde reprisée, une toge rapiécée et des cothurnes éculées? Vous ne me permettrez pas, mesdames et messieurs, que se continue un tel scandale. Vous donnerez, j'en suis sûr, pour que les derniers tenants du phare de la civilisation gréco-romaine puissent décemment continuer à diffuser la lumière de la culture de leurs ancêtres et répandre sur notre triste époque le halo flamboyant des splendeurs classiques passées. D'avance, merci. Et Absalom de Mifluide, une soupière à la main, descendit dans la salle. Son discours avait fortement remué l'auditoire. Des femmes s'essuyaient les yeux, des hommes se mouchaient, et des personnes de sexe mitoyen avalaient difficilement leur salive. La quête fut fructueuse, tout le monde donna, et gros, car chacun voyait ce que son voisin donnait. L'imitateur remonta sur la scène, remercia chaleureusement et s'enfuit à ses bonnes œuvres antiques. Et le spectacle repartit. Ce fut au tour de 4 charmantes jeunes femmes, toutes blanc vêtues, à venir occuper le plateau. 4 remarquables virtuoses qui exécutèrent, à la harpe chromatique, les allobroges, la silibrahim et Pampan l'Arbi. Œuvres fortes qui recueillirent tous les suffrages d'un public délicat, sensible aux subtilités musicales et aux nuances mélodiques autant que patriotiques. Après ce numéro de choix, le régisseur parlant au public, ganté de beurre fondu, s'avança alors jusqu'au bord de la scène, toussant à bon coup, se racle à la gorge, consolida sa position et dit « Mesdames, Messieurs, voici maintenant, pour terminer le plus brillamment du monde, ce festival de vedettes, ce que, dans le langage fleuri qu'il convient d'employer à l'égard d'une aussi noble assistance, j'appellerais le bouquet du feu d'artifice. Et quel bouquet? C'est une gerbe qu'il faudrait dire, une étoile de première grandeur, qui illumine de ses feux irradiants le firmament des beaux-arts et de la plastique. Bref, une attraction sensationnelle et unique au monde. J'ai nommé le célèbre, inimitable et inimité, exhibitionniste international, Ange Modeste la plus belle. Ange Modeste la plus belle, à vous! Ange Modeste la plus belle, accueilli par un murmure flatteur, fit son entrée. Et il commença son numéro. Un numéro d'exhibitionniste. C'est-à-dire qu'il exhiba ce qu'un exhibitionniste consciencieux et digne de ce nom a le devoir d'exhiber en public. Et Ange Modeste la plus belle était, dans toute la force et l'acception du terme, un exhibitionnisme complet. Un exhibitionniste à l'état pur, en quelque sorte. Mais ce qui constituait son originalité,
Ce qui le différenciait de l'ordinaire et vulgaire exhibitionniste de basse classe et de déplorable mentalité, c'est qu'il s'était fait faire, sur la raison d'être de son numéro, un curieux et très intéressant tatouage, lequel, lorsqu'il se trouvait être en disposition favorable, et il veillait avec une rare conscience professionnelle à ce qu'il en soit ainsi pendant toute la durée de sa présence sur scène, représentait d'un côté la récolte du coton dans le Texas, et de l'autre, un épisode de la prise de la semaine à l'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843. C'était criant de vérité, et comme de surcroît c'était en couleur, ce qui ne gâtait rien, au contraire, ça faisait 13 images d'Épinal. Ange Modeste la plus belle remporta un succès sans précédent et détrissait son numéro, ce qui n'alla point, comme bien l'on pense, sans réticence et difficulté. « Papa, demanda Bethsabée le Hian au gouverneur, est-ce qu'il est marié, cet exhibitionniste ?»« Je crois que oui, répondit Alexandre. Eh bien, conclut-elle, sa femme est amateur de romans d'aventure, elle a de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Le spectacle se termina sur cette extraordinaire attraction qu'il était difficile, sinon impossible, de surpasser. À suivre rigoureusement et strictement. Le spectacle de gala donné par le gouverneur général d'Autrelieu vient de se terminer triomphalement. Guy et Sylvain étaient enthousiasmés. « Avez-vous vu jamais quelque chose de semblable ?» questionna Alexandre. « De semblable, non, répondit Guy. Mais de pareil, oui, ajouta Sylvain. « Je ne vous le fais pas dire, constata le gouverneur. Puis montant sur une chaise, « Mes amis, s'écria-t-il, après les joies de l'oreille et de l'esprit, place à la satisfaction du gosier et de l'estomac. » Un ah de contentement accueillit ces paroles prometteuses. Alexandre sortit alors un pistolet de sa poche et le brandit. « Attention, hurla-t-il, en place pour la course au buffet !» Tout le monde s'immobilisa. « Préparez-vous pour le départ !» Tout le monde s'accroupit dans la position classique du coureur à pied. « Attention, à mon commandement !»« Prêt, prêt !» vociféra d'une même voix impatiente la foule unanime. « Partez !» Le coup de feu claqua et ce fut une belle ruée. Pas une ruée vulgaire, non, mais une ruée distinguée, comme il se doit chez les gens du monde, une ruée de bon ton et d'aimable compagnie, c'est-à-dire que 30 secondes plus tard, tout le monde se marchait sur les mains. Alexandre le Hian avait bien fait les choses. Le buffet, splendidement et artistement décoré, était abondamment garni. Il y en avait pour tous les goûts, depuis les sandwichs au bouillon de légumes, jusqu'au suprême de lentilles fourrées à la façon du chef de gare, en passant par les pruneaux à la ravigote et le chachlik au sirop de gomme. Selon la tradition des buffets mondains, la vaisselle, les verres et les couverts étaient attachés avec des chaînes ou des cordes à bœuf. « Une coupe de champagne ?» proposa Alexandre à nos deux amis. « Ça ne vous dérange pas, Excellence, je préférais une coupe de cheveux, » répondit Sylvain. « Sacré farceur, rigola le gouverneur, en lui assénant une bonne grosse claque dans le dos. « Allons, champagne pour tout le monde. Je vous recommande, conseilla le barman, notre mousseux demi-doux grand crément en carte grise qui a l'avantage de se consommer tiède. »« Va pour le grand crément, » dit Alexandre. Quand les verres furent remplis, « Mes amis, commença le gouverneur, je bois votre agréable séjour en notre bonne ville d'Autrelieu. Et, par la même occasion, je lève mon verre à votre santé, à l'extinction du pauperisme et à la propagation de la pédérastie dans la classe ouvrière et le bas clergé. » Et ils trinquèrent. Puis, prenant les deux reporters par le bras, « Je vous ai parlé de Gisèle Le Besmont, la directrice de notre pétasserie d'État, dont mademoiselle votre fille suit les cours, dit Guy. »« Exactement. La voici. Venez que je vous présente. »« Gisèle, Gisèle !» appela-t-il. Gisèle de Besmont était une femme de 50 ans environ, admirablement conservée, quoique peut-être un peu forte, avec de beaux cheveux blancs, teints en rouge carotte. « Ma chère amie, voici Guy Lenneuf et Sylvain Étiré qui brûlent d'envie de vous connaître. » Guy et Sylvain s'inclinèrent et firent le baisement. « Très honoré, madame, dit Sylvain, son excellence nous a longuement parlé de vous. Nous serions heureux d'obtenir de vous une interview. »« Avec le plus grand plaisir, minauda gracieusement Gisèle. Voulez-vous demain à 15 heures ? » ?»« D'accord, dit Guy. Et où ça, s'il vous plaît ? » « Où vous voudrez. Très bien, nous y serons. »« J'aime les hommes de parole, dit alors madame Besmont, quoique les hommes de geste me soient, si j'ose dire, plus familiers. » Ils prirent congé sur cette boutade, et le gouverneur leur présenta alors deux messieurs barbus à l'aspect grave et digne. « Je suis heureux, dit-il, de vous présenter les frères Fauderche, Jules et Raphaël Fauderche, deux merveilleux et modestes savants, qui sont l'honneur de la science universelle et la gloire de celle d'autres lieux. Les frères Fauderche, s'exclama Sylvain admiratif, les célèbres inventeurs de Spielblick.
Pour vous servir, répondirent les deux savants. Votre réputation, dit Guy, est parvenue jusqu'à nous, et nous serions à la fois fiers et heureux d'obtenir de vous quelques explications sur votre extraordinaire invention. Nous sommes à votre disposition. Voulez-vous après-demain 14h52 à notre laboratoire? Entendu. Et où se trouve votre laboratoire? Au 12 bis. Au 12 bis de quelle rue? Il n'y a pas de nom à cette rue. Ah, c'est une rue sans nom. Pas exactement. Mais on lui a donné le nom d'un citoyen d'autre lieu qui, par testament, a spécifié qu'il désirait conserver l'anonymat. Mais seul le numéro importe. Vous le verrez, il est au-dessus de la porte. Alors ce sera facile. Oui, d'autant plus que pour éviter les curieux et les importuns, nous avons bien fait mettre, comme nous vous le disons, le numéro au-dessus de la porte, mais à l'intérieur. C'est encore mieux ainsi, car, comme nous le disons parfois à Paris, dans les moments difficiles, rien n'est moins commode que ce qui n'est pas aisé. Noble et forte parole, s'écria Alexandre. À suivre avec intérêt et curiosité.